Ma mère m'a envoyé un message, ne viens pas à mon anniversaire cette année. On a besoin d'une pause avec ta petite. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré au téléphone. J'ai simplement fait demi-tour et je suis rentrée chez moi avec mon bébé. 2 semaines plus tard, quand ils ont découvert que nous avions passé Thanksgiving dans un chalet privé de luxe avec des amis qui nous avaient invités, le premier message de ma mère a été « Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu partais là-bas ?» Et là, quelque chose en moi s'est brisé. Je suis restée figée devant mon téléphone comme si on venait de me gifler. Le message était froid, cruel, sans explication ni excuse. Ma fille, Éléonore, avait 3 mois. Elle dormait paisiblement dans son siège auto à l'arrière pendant que je conduisais déjà depuis plus de 4 heures entre Lyon et Bordeaux pour rejoindre mes parents. Parce que pour moi, la famille passait avant tout. Enfin, c'est ce que je croyais. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, et toute ma vie j'ai été celle qui faisait toujours des efforts pour sa famille. Quand mon frère Lucas a eu besoin d'argent pour sa soi-disant application de livraison qui n'a jamais vu le jour, je lui ai donné 3 000 €. Quand ma sœur Chloé préparait son mariage, c'est moi qui ai payé le photographe et les fleurs. Quand mes parents ont dû refaire la toiture de leur maison l'année précédente, j'ai discrètement transféré 5 000 € sur leur compte sans rien attendre en retour. Mais apparemment, venir avec ma propre fille à un anniversaire familial, c'était trop demandé. Je me suis arrêtée sur une aire d'autoroute, les mains tremblantes sur le volant. Éléonore a poussé un petit bruit dans son sommeil, complètement inconsciente que ses grands-parents venaient de la rejeter. Elle pleurait à peine pourtant, mais pour eux elle était déjà trop. Assise dans ce parking sous le ciel gris de novembre, à regarder les camions défiler, j'essayais de comprendre comment une grand-mère pouvait dire à sa fille de ne pas venir avec son propre bébé. Le pire, c'est que ce n'était pas la première fois. À la naissance d'Éléonore, ma mère était restée 2 jours avant de repartir en disant qu'elle ne supportait pas le stress. Mon père ne l'avait même jamais prise dans ses bras. Il disait qu'il attendrait qu'elle soit plus intéressante. Ma sœur passait son temps à publier des photos des bébés de ses amis sur Instagram mais n'avait jamais partagé une seule photo avec sa nièce. Quant à Lucas, il avait vu Éléonore une fois pendant 15 minutes avant de prétendre qu'il avait autre chose à faire. Chaque fois que j'essayais de venir avec ma fille, il y avait une excuse. Ma mère était fatiguée. Mon père avait du rugby à la télé. Chloé était débordée par son travail dans le marketing. Lucas ne répondait même plus à mes messages. Pourtant, quand l'une des amies de Chloé avait organisé sa baby shower, toute ma famille était présente avec des cadeaux hors de prix et des centaines de photos. Le double standard était tellement évident que ça me faisait mal physiquement. J'ai relu le message, on a besoin d'une pause avec ta petite. Pas, avec le bébé, pas, on est fatigué. Non. Ta petite. Comme si ma fille était un problème que j'avais créé. Comme si être mère célibataire faisait de nous des personnes moins dignes d'amour. Parce que oui, depuis que le père d'Éléonore, Julien, avait décidé que la paternité, ce n'était pas pour lui, avant même sa naissance, ma famille avait changé avec moi. Ils étaient devenus froids, distants, comme si j'avais commis une faute honteuse. Ma mère m'avait même dit un jour, « Tu as choisi cette situation. » Comme si garder mon enfant était quelque chose dont je devais payer le prix. Mais ce jour-là, au lieu de supplier ou d'essayer d'expliquer ma douleur, j'ai simplement répondu, « Compris. Passe un bon anniversaire. » Puis j'ai fait demi-tour et j'ai repris la route vers Lyon. Le trajet du retour a été silencieux, à part les petits gazouillis d'Éléonore et le bruit de mes pensées qui tournaient en boucle. Je repensais à toutes les fois où je les avais fait passer avant moi. À tous les chèques envoyés pour les aider. À toutes les fois où j'avais bouleversé ma vie pour eux. À tous les sacrifices faits pour être la bonne fille. Le soir même, ma meilleure amie Sarah m'a appelée. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a demandé si ça allait, et j'ai enfin craqué. Je lui ai raconté toute l'histoire. Comment j'avais toujours été celle sur qui tout le monde pouvait compter et comment, depuis que j'avais Éléonore, plus rien de ce que je faisais ne semblait avoir de valeur. Sarah m'a dit doucement, il te traite comme si tu valais moins parce que tu es une mère célibataire. Et elle avait raison. Cette nuit-là, en regardant ma fille dormir dans son berceau, ses minuscules poings fermés contre sa joue, quelque chose a changé en moi.
J'ai décidé que c'était terminé. Terminé de chercher leur validation. Terminé de financer leur vie pendant qu'ils méprisaient la mienne. Terminé de mendier leur attention. Terminé de m'excuser d'être mère célibataire. L'anniversaire de ma mère est arrivé et je n'ai rien envoyé. Pas de cadeau. Pas de carte. Pas d'appel. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas été présente pour eux. Et eux non plus ne m'ont pas contacté. Aucun message pour savoir pourquoi je n'étais pas venue ni même si j'allais bien. Ce silence m'a tout appris. Et étrangement, c'était à la fois terrifiant et libérateur. J'ai passé cette journée au parc avec Éléonore, juste elle et moi, sans culpabilité. 2 semaines plus tard, Thanksgiving approchait. En France on ne fête pas vraiment ça, mais Sarah avait des amis américains installés dans le Montana qui organisaient un séjour exceptionnel pour les fêtes et avaient proposé de nous inviter. Je m'attendais à recevoir des messages culpabilisants de ma famille, mais rien. Pas une seule question sur mes projets. Puis Sarah m'a appelé un mardi soir. Ne panique pas, mais tu te souviens de mon amie Amélie? Celle qui a créé sa marque de cosmétiques bio de luxe? Bien sûr que je m'en souvenais. Amélie était incroyablement riche. Sarah m'a expliqué qu'un couple venait d'annuler sa venue dans un immense chalet privé au bord d'un lac dans le Montana et qu'Amélie proposait de nous y inviter, Éléonore et moi, tous frais payés. Vol, logement, repas, tout. J'ai commencé à refuser immédiatement mais Sarah m'a coupé. Camille, quand est-ce que quelqu'un t'a fait plaisir pour la dernière fois? Puis elle a ajouté la phrase qui m'a touchée en plein cœur, et Amélie a précisé que les bébés étaient les bienvenus. Pas tolérés. Bienvenus. Alors j'ai accepté. Et honnêtement, ce voyage a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Dès notre arrivée à Bosemont, tout semblait irréel. Une voiture privée nous attendait à l'aéroport. Le chalet était immense, avec de grandes baies vitrées donnant sur un lac gelé entouré de pins couverts de neige. Il y avait une cheminée en pierre, des lumières chaleureuses partout, une odeur de feu de bois et de cannelle. Nous étions 6 adultes au total, moi et Éléonore, Sarah, Amélie et son mari Adrien avec leur fils de 2 ans, puis la partenaire professionnelle d'Amélie, Sophia, avec sa compagne Emma. Et tout le monde a accueilli ma fille avec une gentillesse naturelle. Dès notre arrivée, Amélie a demandé si elle pouvait porter Éléonore. Pas par politesse, mais parce qu'elle en avait réellement envie. Elle est magnifique, a-t-elle murmuré pendant qu'Éléonore lui faisait un immense sourire édenté. Ces gens étaient pratiquement des inconnus et pourtant ils traitaient ma fille avec plus d'amour et d'attention que ma propre famille en 3 mois. Thanksgiving a été magique. La chef privée, Rosa, avait préparé un repas incroyable, dinde rôtie aux herbes, purée à la truffe, légumes glacés au sirop d'érable, sauce au canneberge maison. Nous avons mangé autour d'une immense table en bois éclairée par des bougies, et chacun disait ce pourquoi il était reconnaissant. Quand mon tour est arrivé, j'ai regardé Éléonore dans mes bras et j'ai dit, je suis reconnaissante envers les amis qui deviennent une famille quand on en a le plus besoin. Sarah m'a serré la main sous la table et j'ai vu Amélie essuyer discrètement une larme. Les jours suivants, nous avons marché dans la neige, profiter du jacuzzi sous les étoiles, et pour la première fois depuis la naissance d'Éléonore, j'ai eu l'impression de redevenir moi-même. Le dernier matin, le lever du soleil sur le lac était tellement magnifique que j'ai pris une photo du chalet avec le ciel rose reflété dans l'eau. Je l'ai posté avec simplement le mot « reconnaissante » et un cœur. Je n'y ai pas pensé plus longtemps. Mais apparemment, ma sœur Chloé l'a vu et a mené son enquête. 2 jours après notre retour à Lyon, mon téléphone s'est mis à exploser de messages. Ma mère, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu partais dans le Montana? On pensait que tu étais seule pour les fêtes. Puis Chloé, ça doit être sympa les vacances de luxe pendant que certains galèrent. Puis Lucas, donc maintenant tu te crois au-dessus de la famille? Et enfin mon père, ta mère est très blessée que tu ne nous aies rien dit. Je n'en revenais pas. Il ne m'avait pas invité. Il ne s'était jamais intéressé à mes projets. 2 semaines plus tôt, il m'avait littéralement demandé de ne pas venir avec ma fille. Et maintenant ils étaient vexés? Mais le pire est arrivé ensuite quand ma mère a envoyé, j'ai regardé ce chalet sur internet. Ça coûte une fortune.
Si tu as ce genre d'argent à dépenser, j'espère que tu n'oublies pas ta famille. Ton père et moi aurions bien besoin d'aide pour les impôts cette année. Pas un seul, j'espère que tu as passé un bon moment. Pas un seul, désolé. Non. Directement l'argent. Assise sur mon canapé avec Éléonore qui jouait sur son tapis d'éveil, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir envers eux, de la colère pure. Ils pensaient que j'avais payé ce voyage. Ils voyaient une photo de moi enfin heureuse et leur premier réflexe n'était pas d'être content pour moi, mais jaloux. Puis ils demandaient de l'argent. Chloé a même ajouté, c'est facile quand on n'a pas de vraies responsabilités. Alors que j'avais un crédit immobilier, des factures, un prêt étudiant et un bébé à élever seul. Mais ils ne le savaient pas parce qu'ils ne me demandaient jamais rien sur ma vie. Cette fois, j'ai répondu dans le groupe familial. À tous. Je n'ai pas payé ce voyage. Une amie m'a invitée parce qu'elle voulait vraiment qu'Éléonore et moi soyons là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez demandé de ne pas venir à l'anniversaire de maman parce que vous aviez besoin d'une pause avec ma fille. Vous ne nous avez pas invités pour Thanksgiving. Vous ne vous êtes jamais demandé si nous allions bien. Et maintenant que vous voyez une photo où nous sommes enfin bien traités, vous êtes vexés et vous demandez de l'argent. Alors soyez clairs, je ne suis plus votre distributeur automatique. J'arrête d'essayer de mériter une place dans cette famille. Éléonore et moi méritons mieux. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table. Les notifications n'arrêtaient pas d'apparaître mais je ne regardais pas. J'ai passé la soirée à jouer avec ma fille, à lui donner son bain et à lui chanter des chansons ridicules qu'elle adorait. Plus tard, Sarah m'a appelé en riant. Apparemment Chloé a essayé d'écrire à Amélie sur Instagram pour lui demander combien le voyage avait coûté et si tu t'étais incrustée toute seule. Amélie lui a envoyé une capture d'écran et l'a bloquée. J'ai éclaté de rire pour la première fois depuis longtemps. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone, il y avait 43 messages dans le groupe familial. Ma mère me reprochait mon irrespect après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Chloé disait que j'étais trop sensible. Lucas prétendait qu'ils avaient toujours été là pour moi. Mon père insistait sur le fait que ma mère pleurait et que je devais m'excuser. J'ai failli répondre. Retomber dans mes anciennes habitudes. M'excuser encore. Puis j'ai regardé Éléonore dormir paisiblement et j'ai compris que je ne leur devais plus rien. Les jours ont passé. Puis les semaines. Noël approchait, pour la première fois de ma vie, je faisais des projets sans eux. Sarah nous avait invités à passer les fêtes avec sa famille à Nice et j'avais accepté. Puis, 3 semaines après mon message, mon père m'a appelé. Pas un texto. Un vrai appel. Sa voix était calme. Camille, est-ce qu'on peut parler? Il m'a expliqué qu'il avait parlé à mon oncle Michel, psychologue depuis 30 ans, et qu'il lui avait raconté toute l'histoire. Mon oncle lui avait dit sans détour qu'il me traitait horriblement depuis la naissance d'Éléonore. Mon père a reconnu qu'ils avaient eu tort. Qu'ils n'avaient pas été là pour moi. Qu'ils avaient réagi avec jalousie en voyant que j'étais heureuse ailleurs. Puis sa voix s'est brisée quand il a dit « Je veux vraiment connaître ma petite fille. Pas juste la voir 5 minutes. Je veux être son grand-père. » J'ai pleuré silencieusement en l'écoutant. Je lui ai expliqué que je ne pourrais jamais revenir à l'ancienne dynamique. Que je ne passerai plus ma vie à mériter leur amour. Et il a répondu, je sais. C'est nous qui devons changer. Petit à petit, les choses ont évolué. Mon père a commencé à m'appeler régulièrement pour prendre des nouvelles d'Éléonore. Ma mère a fini par m'envoyer un message un mardi matin, j'ai vu une vidéo d'un bébé qui riait aujourd'hui et ça m'a fait penser à Éléonore. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour elle ni pour toi. Ce n'était pas l'excuse parfaite, mais c'était un début. Chloé a mis plus de temps. Puis un jour, un petit colis est arrivé dans ma boîte aux lettres avec un pyjama pour bébé et un mot, pour Éléonore. Désolée d'avoir été une tante horrible. Même Lucas a fini par changer. Un soir, il m'a appelé en visio juste pour voir sa nièce et me poser des questions sur la maternité. À Noël, mon père est venu passer le réveillon à Lyon avec nous. Il a porté Éléonore pendant des heures, lui a fait des grimaces, a même changé une couche sans se plaindre.
Les larmes aux yeux, il m'a dit, elle est magnifique. Et toi, tu es une mère incroyable. Ma mère m'a appelé le matin de Noël et nous avons enfin eu une vraie conversation. Elle a reconnu que le fait de me voir mère célibataire avait réveillé ses propres peurs et ses propres jugements sur la façon dont une vie devait se dérouler. Elle m'a demandé une seconde chance. Je lui ai répondu que ça prendrait du temps parce qu'elle m'avait profondément blessée. Au Nouvel An, toute ma famille est venue à Lyon. Ils ont cuisiné chez moi, joué avec Éléonore, pris des photos avec elle et ri jusqu'à lui donner le hoquet. Pendant qu'on faisait la vaisselle, Chloé m'a avoué qu'elle avait été jalouse de moi toute sa vie. Que quand je m'étais retrouvée seule avec un bébé, une partie d'elle avait voulu me voir échouer. Puis elle s'est mise à pleurer dans mes bras. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, je me suis installée dans le fauteuil à bascule avec Éléonore contre moi et j'ai regardé toutes les nouvelles photos sur mon téléphone. Ma famille avec elle. Ma famille présente pour elle. Ce n'était plus la famille que j'avais connue avant. C'était mieux. Parce que cette fois, ils choisissaient d'être là. J'avais arrêté de courir après leur amour. J'avais arrêté d'accepter des miettes. Et en posant enfin des limites, j'avais appris à ma famille comment nous respecter, ma fille et moi. Aujourd'hui, Éléonore a 9 mois. Elle a des grands-parents qui l'adorent, une tante et un oncle qui la couvrent de cadeaux, une famille qui se présente réellement pour elle. Et moi, j'ai enfin quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, des limites respectées et une famille qui a compris ce que signifie vraiment aimer quelqu'un.